Bonjour Aurélien. Hello. Écoute, merci de participer à ce podcast. On est très content de t'accueillir. Merci pour l'invitation. Écoute, de rien. Comme on fait traditionnellement avec tous nos épisodes de podcast, si tu pouvais toi te présenter en 1 minute, ça serait bien. Eh bien, je suis Aurélien Magnan, j'ai 29 ans et je suis le cofondateur et directeur associé d'Elevate, qui est l'agence data du groupe Human Skills. On a rejoint ce groupe en décembre 2019 et on se développe au sein de ce groupe depuis lors. Ok, alors moi je voulais revenir un petit peu avant justement Elevate sur ton parcours. Je sais que tu as commencé, alors Elevate tu vas en parler, mais c'est effectivement axé très data. Et toi tu as commencé, si je comprends bien, ta carrière là-dedans, avec des expériences notamment chez 55 Upsales. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Comment t'es venu cette sorte de passion? Ouais. En fait, moi, j'ai fait l'école éthique, donc une école en 5 ans sur tous les métiers du web avec 3 branches, tech, dev et puis design et marketing. Donc, ça sont les 3 branches, dev, design, marketing. Et lors de ces études, en fait, on était amené à faire des stages à la fin de chaque année. Et donc, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir faire des stages dans différentes agences data, qui sont désormais nos confrères. C'est comme ça que j'ai découvert le métier. Et ça a été une vraie passion, un coup de cœur immédiat. Donc, à l'issue de mon premier stage, qui effectivement s'est fait chez 55, un stage relativement court qui a duré à peu près 2 mois, j'ai vraiment été pris de passion par la web analyse. Et en rentrant sur les bancs de l'école pour démarrer ma 3e année, j'avais un peu cette frustration de me dire, dommage, j'ai fait 2 mois où j'ai découvert un peu les prémices d'un métier qui me plaît. Et je sais que durant les cours, j'aurais très peu de cours. En fait, je crois qu'on avait une dizaine d'heures max autour de la web analyse sur l'année, alors que c'est ce que je voulais faire désormais beaucoup plus, quoi. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas me lancer en auto-entrepreneur en parallèle de mes études pour continuer de me faire la main et pas perdre en fait les premières compétences que j'ai pu acquérir lors de ce stage, aller beaucoup plus loin, parce qu'en 2 mois, on voit pas grand-chose. J'ai juste pu goûter à la discipline. Et de fil en aiguille, comme ça, l'aventure a démarré, ouais. Ok, ouais, j'ai vu et c'est intéressant que en parallèle tu faisais effectivement du freelance. On pourrait y revenir un peu plus tard parce que c'est un enjeu sur le conseil évidemment assez fort. Et t'as eu une expérience dans ton passage pro chez voyagesncf.com si je comprends bien. Ouais, exactement. En fait, en 4e année éthique, donc j'avais déjà fait 2 stages dans 2 agences data et j'avais le souhait aussi de découvrir l'autre côté, on va dire, de la barrière, donc le côté annonceur, client final, pour comprendre les questions et les enjeux d'organisation interne, comment est-ce qu'on gère un budget, comment se pilote la performance d'un grand groupe, comment collaborent les équipes entre elles. Et donc, j'ai eu cette opportunité de pouvoir rejoindre Voyage SNCF, qui s'appelle maintenant Oui SNCF, qui était à l'époque, je pense que c'est toujours le cas, à vérifier, le premier e-commerçant français, un peu plus de 4 milliards d'euros de volume d'affaires à l'époque. Et donc, une volumétrie de données, une volumétrie de clients très importante, une capacité à déployer des cas d'usage sophistiqués à l'époque, je pense notamment à la data management platform, à des sujets d'attribution et de contribution marketing que je n'aurais peut-être pas pu faire chez un grand compte de plus petite taille ou dans une marque de plus petite taille. Et donc ça m'a permis d'aller loin en fait dans les cas d'usage. Et j'ai pu notamment exploiter Feu, Masberry, qui s'appelle maintenant, je crois, Isiance Attribution, qui s'est fait racheter par MediaRhythmics, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'ai pu exploiter comme ça des technos qui à l'époque étaient relativement avant-gardistes ou sur des cas d'usage assez avancés. Et puis découvrir aussi comment les cabinets de conseil adressent en fait ce grand compte Voyage SNCF en étant côté grand compte. Donc les rendez-vous d'avant-vente, les propositions commerciales. Et autres. Je n'étais qu'en stage, donc j'ai pas non plus une exposition totale, mais j'ai eu la chance de pouvoir faire quelques rendez-vous avec ces acteurs-là et donc mieux comprendre aussi comment se font ces transactions, le cadrage de ce genre de projet et cette relation entre le cabinet de conseil, l'éditeur de solutions et le client final. D'accord, donc tu as fait tes armes là-bas, enfin une partie de tes armes là-bas, on va dire. Ouais. Et ensuite, si je comprends bien, tu as recontinué à faire du freelance, puis pour ensuite fonder Elevate. Du coup, comment ça s'est passé, cette transition freelance-Elevate? C'est quoi l'origine de ce projet Elevate? En fait, ça s'est fait de manière très, très naturelle et pragmatique. Comme tu l'as compris, donc chaque année, je faisais les cours. En parallèle des cours, j'avais ces missions en auto-entrepreneur. À la fin de chaque année, un stage. Et donc, à l'issue du stage chez Voyage SNCF en 4e année, je rentre dans ma 5e année, qui est une année d'alternance. Et à cette époque, j'avais déjà un portefeuille client assez important avec mon associé, puisque j'ai eu la chance, en fait, au cours de ces études, de rencontrer Maxime, qui allait devenir mon associé, avec qui on a travaillé ensemble en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, lorsque je partais en stage, lui reprenait les clients que je gérais et lui faisait son stage, en fait, en tant qu'auto-entrepreneur. Et donc sur cette 5e année, j'avais le souhait d'accélérer avec Maxime, et donc on a pu en fait faire notre alternance dans notre propre entreprise. Et donc de auto-entrepreneur, on est passé à fondateur chacun de nos propres SASU.
Donc ce sont des SAS unipersonnels et on accompagne nos clients via ces structures-là. Et ces SASU vont donner en fait naissance à la fin de notre 5e année d'alternance à la SAS Elevate Agency, donc notre cabinet de conseil d'aujourd'hui. Donc en fait, c'est au long de cette année d'alternance qu'on a vu le portefeuille client grandir, notre ambition monter, elle allait croissant à mesure qu'on opérait des projets, qu'on voyait qu'on arrivait en fait à délivrer ces missions, qu'on apportait de la valeur pour nos clients. Également qu'on commençait à cristalliser une vision, je dirais, sur le marché de la data, mieux comprendre nos éléments de différenciation, les attentes des clients, comment se structurait le marché, quelles étaient les tendances d'aujourd'hui et de demain sur ce secteur de la data. Constater aussi le florilège, le foisonnement, la diversification des expertises data qui commençaient à émerger, de plus en plus de métiers en fait qui apparaissaient. C'est vrai qu'en 2012-2013, il y avait finalement beaucoup moins de métiers data. Il y avait le métier de data analyst, le métier de web analyst. Il y avait 2-3 autres métiers à la marge, mais voilà. Désormais, on parle de data engineer, analytics engineer, LLM ops, ML ops. Voilà, donc il y a ce foisonnement. On a commencé à en voir les prémices en 2017. Et on s'est dit, là, il y a peut-être matière en fait, à créer un cabinet de conseil spécialisé data, mais qui couvre tous les métiers de la data et qui a vocation d'abord à adresser la direction marketing et peut-être à terme l'ensemble des métiers d'une entreprise, donc aussi les directions supply chain, HR, finance, mais par ce prisme et cette expertise data. D'accord, donc vous avez commencé par les directions marketing avant de vous étendre. Et aujourd'hui encore, 6 ans après, en fait, aujourd'hui, on est vraiment expert des enjeux data appliqués au marketing et on s'ouvre désormais. Là, on démarre en fait ce 2e chapitre au sein du cabinet de conseil. Il nous a valu 6 ans pour craquer ces problématiques qui sont nombreuses, adresser des grands comptes, créer des références, des cas d'usage forts et des méthodologies reconnues. Et désormais, on s'ouvre effectivement aux autres directions métiers chez nos clients. Donc, celles que je t'indiquais, supply chain, les directions sales. Il y a des sujets aussi d'omnicanité qui vont nous amener à aller travailler le retail en magasin, les métiers effectivement du merchandising, du e-commerce ou autres nous intéressent. Et donc on va aller un peu au-delà du marketing, mais en se développant de manière connexe et pragmatique. Tout simplement, en fait, on constate que les directions marketing, elles sont interconnectées avec les autres directions métiers. Donc on va chercher les cas d'usage qui croisent le marketing et un autre métier. Pour te donner un exemple très concret, si on prend Franprix par exemple, ils ont à la fois une application et un site web sur lequel je peux faire mes courses, mais aussi évidemment un réseau de magasins en physique. Et un des enjeux de la direction marketing, c'est de pouvoir piloter la performance des investissements marketing en online et en offline. Donc avoir un suivi omnicanal des parcours clients et de la performance, à la fois on et off. Et ça pose la question de la réconciliation des données entre la donnée digitale. Là-dessus, on est déjà très bon et on peut accompagner avec un savoir-faire très éprouvé. Et aujourd'hui, on va chercher à développer cette expertise sur le côté offline. Donc, comment se connecter à l'ERP, quels sont les outils utilisés par les équipes en magasin, comment est-ce qu'on peut connecter la caisse avec le digital, de façon à avoir une donnée plus complète et une vision plus globale du parcours du client. D'accord, bah justement, je voulais te demander un exemple concret, mais très bien, tu l'as fait avant que je te le demande. Et qu'est-ce qui différencie, tu parlais de différenciant justement côté Elevate, qu'est-ce qui vous différencie, toi, quand tu as lancé l'entreprise, tu t'es dit comment tu t'es dit je vais me différencier des autres acteurs qui existent sur ce secteur de la data ? En fait, on a constaté, notamment en répondant à des propositions, à des sollicitations clients et lorsqu'on était face à nos confrères, des différences dans les méthodes, dans les approches et dans le modèle organisationnel. Et c'est vrai qu'il y a certains aspects des méthodes ou des décisions organisationnelles de ses confrères qu'on ne partageait pas. Donc on a vu l'opportunité de proposer un modèle différent qui semblait en fait nous semblait mieux répondre aux attentes des clients. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? Premier point, c'est vraiment le no silo. Alors, ça, c'est très fort dans la culture d'Elevate. Ce que ça veut dire, c'est qu'on essaye d'avoir des parcours de carrière larges pour nos consultants, éviter de créer des équipes très hermétiques les unes des autres en interne. Je te donne un exemple très concret. Sur le métier de la data, l'enjeu clé, c'est d'avoir à la fois des équipes techniques et business. De comprendre à la fois l'enjeu business, puis le traduire techniquement avec une solution, un mode de déploiement, etc. Et il y a la tentation chez certains en fait, de créer des équipes séparées. Donc avoir d'un côté une équipe très technique qui va faire la collecte de données par exemple, et puis à côté une équipe business qui va s'occuper du facing client. Souvent ce sont des consultants qui eux vont faire l'analyse, échanger avec le client sur sa compréhension et son business case, cadrer le périmètre, restituer, voilà. Le risque, c'est que du coup, on fait gonfler les prix parce qu'on a 2 personnes, une technique et une business pour adresser l'enjeu du client, au lieu d'en avoir une seule qui fait les deux. On rallonge les délais parce que si la personne technique est malade, la personne business ne peut plus avancer. Si la donnée n'est pas collectée, je ne peux pas l'analyser. Et puis, on a un risque en fait, de déperdition de qualité, en fait, de déperdition d'informations et donc de qualité du delivery. Puisque si l'un et l'autre communiquent mal, collaborent mal, le projet se déroule mal. Donc, plus on limite le nombre de personnes, plus on est agile, plus on est efficace, plus on est qualitatif après aux yeux du client.
Bon, c'est facile à dire, difficile à faire. Parce que ça suppose du coup d'avoir des profils hybrides. Or, le marché ne fournit pas ce genre de profil par défaut. On a des écoles de commerce d'un côté, des écoles d'un jeu, des universités de l'autre. Voilà. Il n'y a pas de cursus hybride, mi-ingé, mi-business, ou très peu. On en voit fleurir désormais. Ce sont souvent les masters en fait, spécialisés, où on fait une dernière année, quand on a fait tout son cursus en école de commerce, on fait une dernière année en école d'ingé et vice-versa. Mais ce n'est pas si fréquent. Et donc nous, en fait, on a pris à bras le corps ce sujet en se disant on veut quand même cette approche no silo, ça sera un de nos éléments de différenciation, des profils hybrides pluricompétents qui sont capables de faire le trait d'union entre l'IT et le métier, connecter les équipes, aider à accélérer la collaboration en interne chez nos clients grands comptes. Et pour ça, on a monté un organisme de formation interne avec un cycle de formation initiale. Toute personne qui nous rejoint fait 2 semaines temps plein de formation chez nous. Et ensuite, un cycle de formation continue où tout au long de leur carrière, les consultants sont amenés à passer au moins une certification par an. Et puis, on va suivre ça, on va l'animer, on va financer ces formations. Et elles prennent différentes formes. Ça peut être une certification en tant que telle, ça peut être des ateliers REX, des ateliers retour d'expérience comme on en fait chaque semaine, du coaching, du mentoring. Voilà, il y a plusieurs façons en fait, d'opérer ce côté formation continue. Mais pour nous, c'est vraiment au cœur du modèle. Donc ça, c'est un premier point. D'accord. Ensuite, un autre, c'est le côté France-wide, comme on aime bien dire. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait 2 constats très simples. Les clients sont partout en France. Tu vois, à Lille, tu as la famille Mullier qui est très développée avec de très belles enseignes retail. À Lyon, on a un secteur pharma très puissant. À Bordeaux, on a des marques comme Cdiscount qui sont des champions nationaux aussi. Et puis à Paris, bien entendu, beaucoup de très belles entreprises aussi. Mais donc, pas qu'à Paris. Or, nous, on croit beaucoup dans un conseil de proximité. On pense que le local, c'est la qualité. Donc, si on a proximité de nos clients, on fera du meilleur travail parce qu'on les comprendra mieux. On pourra mieux rencontrer les équipes, accompagner la transformation. Faire un kick-off en présentiel ou une restitution à côté du client, c'est quand même toujours plus sympa qu'en visio. Ça permet de mieux se sentir, mieux se comprendre, créer un momentum aussi dans le projet, fédérer. Et donc, on a voulu, en fait, se rapprocher de ces clients locaux, je dirais, là où ils sont. Là où la majorité en fait, des acteurs data sont très parisiano-parisiens. Et donc, ça nous a amené à recruter en région aussi, faisant le constat que les clients sont là-bas, mais les talents aussi. Et résultat, quelques années après, on a à peu près 30% de nos effectifs en région, sur les 120 consultants d'Elevate. Donc ça fait une 30aine de personnes en région, et qui nous permettent d'avoir cet accompagnement de proximité. Donc ça, c'est un autre point de différenciation très fort. Et justement, sur cette régionalisation, entre guillemets, est-ce que mécaniquement, ça te pousse à travailler avec plus de PME, ETI ? Parce qu'on a un peu l'intuition aussi de se dire, sans être justement parisiano-centré, de se dire que les grands groupes sont souvent à Paris. Voilà, est-ce que travailler plus avec les entreprises dans des villes moyennes ou grandes villes, mais hors Paris, ça te fait bosser avec plus de... C'est vrai que clairement, la France, c'est un marché quand même très centralisé sur Paris. Donc, j'ai pris quand même l'exemple d'enseignes qui sont en région, Lille, Bordeaux, etc. Mais la majorité des clients, clairement, il faut se le dire, sont à Paris. Et donc, effectivement, lorsqu'on veut aussi se développer sur tout le territoire, il y a plus d'ETI et de PME en région que de grands groupes, c'est vrai. En revanche, le modèle du consulting fait qu'il est compliqué d'adresser des PME dans la durée, parce que budget plus faible, il y a un sujet de modèle économique en fait, qui ne tient pas tellement auprès des PME, plus la valeur ajoutée en fait, d'une mission consulting en fait, est potentiellement moins forte auprès d'une PME, dans le sens où si celle-ci a encore peu de clients, donc peu de données, pourquoi investir autant ? Peut-être que l'enjeu est peut-être plutôt de faire l'acquisition client, la croissance organique, etc., avant d'aller chercher de l'optimisation à la marge par la data. Donc, en fait, ce qu'on constate souvent chez nos clients PME, c'est qu'on n'est pas tellement compatible. On l'a fait à une époque, mais aujourd'hui, à notre stade de développement, c'est plus un enjeu stratégique pour Elevate. Donc, nous, on va se concentrer sur les ETI et les grands groupes. Mais effectivement, tu as raison, côté ETI, en revanche, là, il y a de très, très belles enseignes en région. Nous, on a la chance d'accompagner, par exemple, le groupe Le Duf, qui a une très belle enseigne avec brie d'or, brioche dorée, les pizzas Dell'Arte, etc. En région, ils sont basés à Rennes. Et là-dessus, on a pu les accompagner sur leur transformation data. Donc oui, il y a des très belles enseignes comme ça à accompagner en région. Ouais. D'accord, et tu disais, pour autant, les gens en région, du coup, accompagnent des entreprises en région, mais pour autant, elles travaillent aussi énormément avec des entreprises à Paris, mais du coup, en remote... Historiquement, parce qu'elles n'avaient pas le choix. Nous, on leur offre cette offre alternative où on peut faire l'accompagnement local. Mais c'est vrai que oui, elles sont beaucoup habituées à travailler avec des agences ou des cabinets de conseil parisiens. Ouais. Est-ce que quand tu as une personne justement d'Elevate à Rennes, Bordeaux, peu importe, mais qui travaille de façon très rapprochée avec des clients parisiens, est-ce que souvent il y a quand même la nécessité de revenir, je sais pas, 2 fois par mois pour aller voir ton client final à Paris ? Est-ce que tu sens qu'il y a toujours
ce rapport physique important à avoir qui fait qu'ils doivent revenir dans la capitale temporairement. Complètement, ça c'est un enjeu, c'est important d'ailleurs, et c'est quelque chose qu'on indique à nos candidats en fait en processus de recrutement. Lorsque on envisage un recrutement d'un candidat qui vit en région, ce qu'on lui explique, c'est que la majorité des clients en vérité sont à Paris. Donc évidemment, on va d'abord prioriser les clients en région proches du lieu de vie du consultant, mais on va le questionner en fait sur est-ce qu'il est ouvert ou pas et à quelle fréquence à venir à Paris pour opérer sa mission. Ce qu'on constate en moyenne, c'est que sur les 3 premiers mois d'une mission chez nos clients, le client attend que le consultant soit présent à hauteur d'à peu près 3 jours semaine. Voilà. D'accord. Donc un peu à l'image d'une période d'essai, en fait, 3 mois sur lesquels on demande beaucoup de présentiel pour créer l'intégration déjà dans les équipes, confirmer la qualité du delivery, le fit, le fait que le projet se passe bien. Passer ces 3 mois, la confiance est au rendez-vous si la mission se déroule bien. Et là, les conditions s'assouplissent en général. Et donc, un consultant en région peut avoir moins de présentiel à Paris. Moi, j'ai un cas pour donner un exemple très concret. Je pense à une consultante chez nous qui vit à Saint-Jean-de-Luz et dont son client est à Boulogne-Billancourt. Saint-Jean-de-Luz, c'est frontière espagnole. Il y a 2 écoles. Et donc, au début, elle a fait effectivement régulièrement des déplacements sur Paris, les premières semaines, premiers mois, pour créer cette confiance, pour créer cette culture commune, pour lancer le projet. Puis une fois qu'on est en run, en fait, il y a parfois des phases de deep work où on n'a pas forcément besoin d'être au quotidien au contact des équipes. Si c'est des kick-offs ou des restitutions intermédiaires qu'il faut faire, ça, on peut les faire, mais 1 ou 2 fois dans le mois. Et donc voilà, on s'assouplit en fait sur les conditions passées cette première phase de lancement du projet. Donc le modèle est compatible. Mais c'est jamais simple, ça demande d'avoir une capacité de dialogue entre le consultant, le client, trouver des modalités qui conviennent. Et à la fin, en fait, la question, c'est quelle est la qualité du travail fourni. C'est ça, en fait, qui permet d'obtenir la confiance, en fait. Et donc, plus le travail est bien fourni, plus les conditions s'assouplissent vite. Et c'est du bon sens, au final. C'est juste... Et quelque part, le fait d'avoir des consultants comme ça qui sont en région peut aussi aider à transformer, à la marge, j'en ai conscience, mais quand même, le modèle social, le modèle people de ces grands groupes qui voient en fait que c'est possible. Ces consultants démontrent que c'est possible d'être à distance et d'opérer un travail de qualité. Alors, ça suscite l'intérêt, nous on l'a vu chez nos clients, côté direction RH ou les managers qui se disent peut-être que je peux assouplir un peu ma politique télétravail auprès de mes équipes internes aussi, puisque côté conseil, on voit que ça délivre. Donc avec des résultats tangibles, c'est quand même plus simple en fait d'initier ces transformations, cet assouplissement du modèle de travail. Maintenant, on voit aussi un retour un peu au présentiel chez certains de nos clients. Dans ce cas-là, on s'adapte et notre rôle, c'est d'être au service du client. Mais chez certains, on a pu démontrer aussi qu'un modèle avec une part de distanciel est tout à fait viable et opérant. D'accord. Et sur les différenciants, tu disais aussi assister à une sorte de démultiplication des métiers dans le secteur de la data et qu'on ne peut pas s'improviser expert de tout. Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus ? En fait, nous, ce qu'on constate, c'est que déjà, il y a une chaîne de valeur dans la donnée. Donc, on peut la résumer en 5 étapes. Collecte, analyse, unification, visualisation et activation de la donnée. Ça, ce sont les 5 étapes pour aller opérer un projet. Et on constate effectivement une démultiplication des compétences autour de ces 5 étapes de la chaîne de valeur de la donnée parce que les projets se spécialisent, se professionnalisent, s'expertisent, se complexifient. Là où avant, les grandes entreprises fonctionnaient beaucoup en silo, et donc il y avait des projets data pour le digital, des projets data pour le e-commerce, des projets data pour le marketing, parfois des projets data par levier du marketing, donc un projet data pour le SEO, un projet data pour le SI, etc. Désormais, on a des projets data globaux en fait qui vont mêler le marketing on et off, la donnée client, la donnée peut-être sales, finance, supply chain, etc. Et donc, pour adresser ces enjeux, ces changements de scope et cette complexité croissante, il a fallu expertiser, spécialiser la chaîne de valeur. Et donc, on a maintenant des profils, un foisonnement de profils qui n'existait pas avant. Je te donne 2 exemples. Le métier de Product Owner Data, par exemple, qui est relativement récent. On en trouve beaucoup chez Carrefour, chez L'Oréal, chez Decathlon, qui sont des très belles marques, assez à la pointe, en fait, sur ces nouveaux métiers de la data. Rôle est de créer, en fait, du lien entre les équipes techniques et métiers, cadrer l'expression de besoin, souvent dans un format méthode agile, donc monter un backlog, travailler avec des cycles de release assez courts, mettre de la vélocité, et aider en fait à faire de la data un produit qui a de la valeur. Donc typiquement pour Carrefour, leurs produits, ce sont les produits qu'ils distribuent dans leurs hypermarchés et supermarchés. Et désormais, ils proposent un nouvel asset à leurs clients, potentiellement un client B2B cette fois, qui est la data en tant que telle. Comment ? Sous la forme d'un produit qui peut être par exemple une plateforme retail média pour fournir à un annonceur comme Coca-Cola la capacité d'annoncer, de faire des publicités sur l'écosystème digital de Carrefour grâce à la donnée Carrefour. Donc là, c'est un bon exemple d'un cas d'usage. Je pars d'une donnée brute et je la transforme en un produit à valeur que je commercialise auprès d'un client, en l'occurrence un acteur B2B. Et là, on a besoin d'un product owner pour avoir cette méthodologie product
et cette capacité à délivrer et à itérer sur le produit en mode agile, en faisant se coordonner des équipes data de plus en plus nombreuses, des data analysts, des data engineers, des data scientists, des analytics engineers, etc. Donc ça, c'est un premier exemple. Un autre, c'est le métier d'analytics engineer, qui est à la croisée du data analyst et du data engineer, qui va aller préparer la donnée pour le data analyst. Et donc, en fait, il prend la donnée brute fournie par les tuyaux du data engineer, il la package pour le data analyst qui va ensuite la visualiser. Donc, là où avant, le data analyst aurait fait ce travail-là, désormais, on a deux métiers différents, mais pour des gains de productivité, d'efficience, de qualité, de gouvernance, des enjeux de nomenclature de la donnée. Bref, tout un tas de sujets en fait, qui montrent bien la montée en maturité en fait, du marché de la data. Oui, les chantiers et les projets deviennent de plus en plus gros dans la data, donc tu as besoin de ultra spécialiser les ressources en fait. Effectivement. Et en même temps, il y a un côté paradoxal parce qu'en spécialisant, on risque de créer ce fameux silo ou cette perte de compréhension globale. Donc il y a ce travail aussi de créer du lien entre chacun et de s'assurer que tout le monde comprend le travail de l'autre et les enjeux les uns des autres. Et donc on a ce métier par exemple de Product Owner Data ou de PM Data, Product Manager Data, qui va essayer de créer ce lien, faire mieux se parler les équipes, mieux faire circuler l'information. Mais en effet, il y a aussi besoin de spécialiser pour gagner en productivité. Donc on a ce paradoxe d'à la fois spécialiser et en même temps avoir des profils hybrides qu'il faut adresser. Et c'est la beauté du conseil, c'est qu'on doit répondre à ces solutions côté mouton à 5 pattes. C'est notre savoir-faire qui est mis à l'épreuve dans ce genre de situation, mais c'est un beau challenge. Et vous, sur les 5 maillons de la chaîne que tu disais, sur la collecte de la donnée jusqu'à son analyse, vous avez des profils sur les 5 maillons. Enfin, vous devez d'avoir des profils sur les 5 maillons, c'est ça ? Exactement. Nous, on veut couvrir toute la chaîne de valeur de la donnée. C'est bel et bien le cas. Et fournir aussi des compétences sur ces nouveaux métiers. Product Owner Data, Analytics Engineer, MLOps, les métiers de l'IA aussi, de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle générative, dont on a beaucoup entendu parler récemment. Voilà, donc effectivement, on couvre toute la diversité, mais en revanche, on est spécialisé data, quoi. Là où d'autres acteurs du conseil ont fait un choix d'être plus généraliste. Et donc, au-delà de la data, vont couvrir des sujets digital plus global ou métiers du conseil, de la transformation ou autre qu'on ne fait pas. D'accord, je voulais revenir justement sur ce secteur de la data, enfin du conseil en data, sur la santé du secteur aussi. Au global, pas forcément sur la data, mais c'est intéressant de t'entendre sur ce secteur en particulier, mais au global, sur le secteur du conseil, on voit qu'il y a une grosse accélération en 2021-2022, une sorte de rattrapage après Covid. 2023, ça s'est un petit peu calmé. Est-ce que tu as ressenti un petit peu ce ralentissement sur le secteur du conseil dans la data ? Effectivement, ouais, tout à fait. 2021-2022 ont été des années fastes, très dynamiques. Beaucoup de sollicitations chez nos clients, effectivement. À l'échelle d'Elevate, pour te donner un chiffre précis, on a fait 100% de croissance année après année sur ces 2 années-là. Donc vraiment un développement très, très soutenu. C'était une belle aventure, mais je remercie nos clients surtout qui nous ont fait confiance et l'équipe qui a délivré, parce que c'est sur le terrain que ça se passe. Et puis effectivement, en 2023, on a eu un ralentissement. Alors, en ce qui concerne Elevate, on a eu une très belle croissance aussi cette année-là, puisqu'on a fait 40% de croissance, mais c'est pas 100%. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a eu un ralentissement, on l'a constaté, et je sais que globalement, le marché de la data et globalement le marché du consulting plus généralement ont effectivement connu ce ralentissement. Donc je le confirme pour plusieurs raisons. Ouais, tu expliques comment en fait. C'est ça. Toi de ton côté. Il y a clairement plusieurs facteurs en fait qui sont combinés et qui amènent à ça. En fait, déjà si on regarde à l'échelle macro, il y a un contexte macroéconomique et géopolitique qui s'est durci en 2023. Ça a commencé en 2022 avec le démarrage du conflit ou de la guerre en Ukraine, qui s'est accentué ou disons qui continue mais qui s'aggrave en fait entre 2022 et 2023. Donc ce conflit en Ukraine, on a le conflit israélo-palestinien qui menace de devenir un conflit régional et qui du coup a un impact sur la mer Rouge où passe une bonne part du trafic maritime mondial, ce qui du coup a entraîné une hausse de l'inflation qu'on avait déjà avec la guerre en Ukraine mais qui s'aggrave avec ce sujet mer Rouge. À côté, on a donc l'inflation en tant que telle qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages et aussi sur la capacité de financement des entreprises parce que les banques centrales jouent sur le taux d'intérêt directeur pour essayer de ralentir l'inflation, mais du coup ça impacte les capacités de financement des entreprises, des uns et des autres. Donc voilà, donc c'est cette somme de facteurs-là qui pèse. Et donc en conséquence, nos clients qui sont majoritairement des acteurs grands comptes ou ETI, qui sont très exposés à ces facteurs macroéconomiques et géopolitiques, font preuve de prudence ou d'attentisme et donc ralentissent la commande. Et donc concrètement, l'impact c'est un sujet sur les prix, où on est challengé sur les coûts, les clients demandent du moins cher ou du plus vite. Donc il y a un sujet d'efficience, de vélocité, d'efficacité dans l'organisation. Un sujet de ROI, démontrer vite la valeur. Donc les projets data très exploratoires, il y en a moins. Les projets data à ROI garanti, il y en a plus. Donc il faut aller chercher la valeur rapidement, trouver des modèles POC à résultats rapides, des approches concrètes, pragmatiques.
Et ça que demandent nos clients aujourd'hui. Mais c'est intéressant, hein, ça amène du coup une transformation des offres et de la façon d'organiser les projets et donc d'opérer le consulting, je dirais. Donc il faut savoir se réinventer sur cette ère plus pragmatique, plus court-termiste. Il y a un sujet aussi achat, où il y a des négociations qui se durcissent sur les prix, les taux jour-homme, les remises de fin d'année éventuellement, etc. Donc ça, c'est un sujet. Il faut savoir initier ce dialogue avec les directions achats pour... Tu disais qu'il y avait moins de gré à gré, notamment. Ouais, effectivement. Beaucoup plus de référencement, notamment auprès des directions achats, pour aller durcir les prix, travailler les RFA, etc. Mais c'est un dialogue, en fait, qu'il faut entamer avec les directions achats pour défendre notre valeur. En fait, c'est le moment où, je dirais, ceux qui se baignent nus se verront. Tu sais, c'est la phrase de Warren Buffett. Quand la mer se retire, qu'on voit qu'ils se baignent nus. Donc, ça va challenger les acteurs qui apportaient peu de valeur, et les acteurs qui en apportaient, eux, se verront confortés, probablement. Et c'est peut-être aussi l'opportunité d'aller chercher des parts de marché dans ces moments-là, parce que les acteurs qui ont vraiment apporté de la valeur chez les grands groupes vont les amplifier, puisqu'ils ont besoin plus que jamais de cette valeur ajoutée. Donc il y a aussi une opportunité derrière tout ça, mais c'est un challenge. Et puis il y a une hausse des exigences, de facto, puisque concrètement, les prix baissent, ou en tout cas se font challenger, il y a moins de demandes clients. Donc il y a un risque de disponibilité de consultants dans les différents cabinets de conseil, un taux de staffing qui peut baisser. Oui. Et donc plus de cabinets de conseil en capacité de répondre aux demandes des clients, plus de consultants, plus de projets, plus de propositions commerciales présentées, donc une hausse de la concurrence et donc une hausse de l'exigence côté client. Et en parallèle de tous ces éléments-là, en lame de fond mais positive, c'est peut-être le signe qu'on a quand même bien fait le job et on peut s'en féliciter dans le secteur du... Un peu de positif, là, ouais. Il y a une hausse de maturité aussi des clients qui s'est faite ces dernières années, puisqu'ils ont beaucoup acheté de prestations en 2021, 2022 et même en 2023. Et donc, les transformations ont avancé, les projets ont avancé. Les clients ont aussi lancé une initiative d'internalisation pour partie des compétences, puisqu'ils ont vu des ROI et des projets bien se passer. Donc, une fois que la preuve de valeur est faite, pourquoi pas internaliser la compétence pour la pérenniser et l'amplifier. Et donc, ce mouvement d'internalisation a accéléré la montée en maturité chez les grands groupes. Et donc, désormais, ils sont plus exigeants. Donc, concrètement, je te donne un exemple de notre vécu qui est assez intéressant. En 2021, nos clients, lorsqu'ils nous appelaient pour une mission en régie, par exemple, ils faisaient un round d'entretien avec un consultant. Donc, ils échangeaient avec le consultant, puis ils le validaient ou non. Désormais, c'est 2 rounds ou 3. Oui. Et dans ces 2 ou 3 rounds, il y a au moins un business case. Donc, un test pratique, là où avant, parfois, il n'y avait pas de test pratique. Donc, évidemment, là, du coup, il y a un tri beaucoup plus fort. En fait. C'est surtout pour de la régie, ça ? Principalement pour de la régie, ouais. Parce que là, moins l'exigence sur du forfait. Sur du forfait, c'est plus compliqué si tu veux de faire passer un test à une personne, parce que souvent un forfait c'est une équipe. Une équipe, ouais. Et c'est justement le projet, le test. Et quelque part, comme le pilotage est à la main du cabinet de conseil et non pas à la main du décideur, là où en régie le pilotage est à la main du décideur, eh bien on est mécaniquement responsable en fait de cette expertise. Donc le sujet est plutôt effectivement sur le format régie. Mécaniquement, ça rallonge les cycles de vente. Et puis ça monte l'exigence auprès de nos consultants. Donc il y a un sujet derrière qui retombe sur le volet recrutement. Comment est-ce qu'on recrute des talents qui vont pouvoir répondre à cette hausse des exigences clients, et un sujet formation et management interne. Comment est-ce qu'on forme les talents, puisque le marché ne nous fournit pas toujours l'ensemble des compétences dont on a besoin. Donc on peut faire un pari sur l'avenir en détectant des talents en potentiel, et puis on va les former pour répondre à ces exigences clients. Mais tout ça, au fond, et si on dézoome un peu, une bonne nouvelle. C'est un marché qui devient plus mature. Donc le fait que le travail a été bien fait, côté annonceur, côté conseil a priori, à la marge il y a toujours des loupés, mais dans l'ensemble on voit bien que ça progresse. C'est bon signe pour la compétitivité française et les sujets de souveraineté qui sont des sujets du moment. C'est quand même une bonne nouvelle. Ouais. Et justement sur cette exigence qui augmente et le fait de devoir délivrer rapidement pour le client final, est-ce que tu vois plus de régies ou plus de forfaits qui se font ? Est-ce que ça a un impact sur ça ? Écoute, nous on a vu effectivement un changement dans le mix entre forfait et régie s'opérer en 6 ans. Donc Elevate n'a que 6 ans, donc c'est un recul encore limité. Mais je crois que nos confrères qui ont 10 ou 15 ans d'existence pour certains constatent la même tendance. C'est une hausse des demandes en format régie. Et je dirais pas une baisse, mais une légère croissance, mais moins rapide proportionnellement sur la partie forfait. Donc, de manière générale, le marché du conseil est en croissance, donc les 2 formats grossissent, mais la régie plus vite que le forfait. Et pourquoi ? Probablement pour la raison que je t'évoquais juste avant.
hausse de la maturité, volonté internalisée. Le format régie, en fait, est une première étape vers l'internalisation totale, puisque du coup, le consultant opère in situ aux côtés du client, ou les consultants, ou le dispositif détaché, parce que ça peut être un mix de consultants, de managers de transition, de partenaires, qu'on peut déployer selon la nature du projet et le besoin du client. Mais voilà, et donc c'est plutôt logique en fait. Et quand tu regardes la nature des projets aussi, tu comprends pourquoi ce format est le plus adapté. En fait, on a de plus en plus de projets qui croisent ou qui impliquent de faire travailler des équipes diverses, casser les silos en interne, travailler l'IT avec le métier par exemple. C'est très compliqué de faire se parler l'IT avec le métier chez un grand groupe comme L'Oréal, Franprix, Auchan, peu importe l'enseigne. Parce que si on est à distance en fait, parce que du coup on ne voit pas les équipes, on peut pas aller dans l'open space chercher Paul et Pierre pour les faire se parler, monter un meeting, créer ce momentum, ce côté cohésion d'équipe, beaucoup plus simple en présentiel. Donc en régie. Voilà. Alors après on a des formats qui s'hybrident aussi, puisqu'on a parfois des missions au forfait dont on propose d'en faire une part chez le client. Ça, c'est assez intéressant. Ce qui montre bien effectivement qu'il y a le besoin de ce concept de proximité locale, dans tous les cas, quel que soit le format, régie ou forfait. C'est devenu indispensable en fait aujourd'hui pour faire avancer vite les projets, pour être agile, pour aller chercher du ROI rapide, raccourcir les temps de delivery. Il faut être in situ au moins pour partie. Il y a des phases de travail deep work, on va dire, qui ne nécessitent pas ce côté présentiel. Mais lorsqu'on veut restituer une analyse, lorsqu'on veut faire des restitutions intermédiaires, confirmer nos intuitions, confirmer nos pistes de travail, acter des choix de gouvernance, d'organisation de projet, travailler un plan de réorganisation interne des équipes, monter un plan d'upskilling ou de formation, il faut rencontrer les gens, il faut échanger avec eux, il faut être sur le terrain. C'est quand même beaucoup plus simple. Mais je comprends l'aspect transfert de compétences sur la régie qui est du coup plus facilité. Mais est-ce que le client final n'a quand même pas intérêt à être sur du forfait tout de même, parce qu'il y a une obligation de résultat qui est quand même plus forte que sur la régie, non ? Oui et non. En fait, la question, c'est qui porte la responsabilité du pilotage. Effectivement, sur le format régie, c'est le client qui la porte. Sur le forfait, c'est nous. Donc, on est tenté de dire, oui, effectivement, au forfait, c'est plus responsabilisant. Dans les faits, tu as des forfaits qui n'avancent pas assez vite et donc sur lesquels il faut développer des enveloppes supplémentaires pour faire avancer. Tu vois, il y avait une enveloppe de 100 000 et en fait, il faut aller chercher 100 000 de plus. En régie, on aurait peut-être été plus efficace. Donc, selon la façon dont la maturité, je dirais, du client sur la fréquence à laquelle il recourt au consulting, il peut avoir un regard beaucoup plus nuancé sur la question. Et ensuite, il y a un troisième format dont on n'a pas parlé, qu'on voit de plus en plus et qui répond en fait un peu à cette question, c'est la régie forfaitisée. Donc on va opérer in situ aux côtés de notre client pour partie, par exemple 3 jours semaine. Les 2 jours restants, on les fait au cabinet. Et puis on va s'engager effectivement sur des timings, mais on opère quand même au temps passé. Voilà. Donc c'est un format hybride qui est de plus en plus demandé. On s'engage sur des enveloppes de temps, mais on va les consommer au temps passé et on va opérer in situ aux côtés du client. Oui, j'ai entendu notamment Théodo qui fonctionne beaucoup comme ça, alors qui est plutôt côté ESN, mais où effectivement c'est un mix entre les deux, où il ne s'engage pas forcément sur un livrable, mais il donne une enveloppe, une approximation, une estimation au début, puis ensuite c'est facturation au temps passé en régie. Oui. C'est ça, et on suit ça à la semaine, donc on a un suivi très resserré. Oui. Et si on voit une semaine que la jauge temps consommé est bien supérieure à la jauge avancement du projet, en fait on réagit tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, et on ravise avec le client. Donc effectivement, ça c'est des formats, tu vois, vraiment, qui illustrent bien ce côté pragmatique, agile, on raccourcit les temps, on va chercher du ROI, quoi. D'accord. Et je prends un peu de hauteur sur le macro, sur le secteur du conseil. Il y a effectivement la transformation data qui est extrêmement importante et sur laquelle le conseil accompagne, parce que l'essence du conseil, comme tu me dis, c'est d'accompagner des transformations. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres transformations que tu vois en ce moment que vous pouvez accompagner ou que d'autres acteurs du conseil peuvent accompagner en ce moment, notamment sur 2024 ? Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs assez excitant, ça, de voir qu'en fait, on passe d'une ère de la transformation à une ère des transformations. Ces 10 dernières années, 15 dernières années, la transformation majeure, principale, qu'on entendait toutes et tous, c'était la transformation digitale. Elle n'est pas tout à fait derrière nous, mais elle est bien avancée. Pour la majorité des entreprises, à des degrés variables d'avancement, mais quand même, compliqué de trouver une ETI ou un groupe qui n'a pas démarré à minima sa transformation digitale. Pour la majorité, elle est déjà bien avancée. En revanche, effectivement, de nouvelles transformations apparaissent ou s'accélèrent. Il y a la transformation data, mais qui était vraiment dans la roue du digital, donc celle-ci aussi est avancée. Vous, c'est un prérequis en fait, le digital, la transformation digitale pour ensuite pouvoir opérer. Compliqué de faire du digital sans faire de la data, en fait. C'est 2 sujets qui sont très liés, c'est vrai. Toutefois, certains clients ont démarré par une transformation digitale sans data, se sont rendus compte après coup qu'il fallait embarquer la data aussi dans cette question globale. Et donc,
il y a quand même un petit décalage. La transformation digitale est un peu plus avancée que la transformation data chez la majorité des grandes entreprises. Mais elle est avancée. En revanche, de nouvelles transformations émergent, arrivent. Une transformation vers plus de souveraineté, la relocalisation du tissu industriel, du tissu de production, une question du réarmement aussi pour ce secteur-là, par exemple. Mais finalement, c'est valable partout en fait pour l'industrie. Bon, à la mode. Pour l'industrie, ouais. Pour l'industrie au sens large en fait. On a une relocalisation, alors parfois qui n'est pas franco-française, mais qui peut être européenne en fait. Voilà, là où avant c'était bien plus lointain. Deuxième transfo qu'on constate, c'est la transformation, on va dire sustainable ou green ou RSE, ça dépend le scope qu'on y met, porté aussi par un contexte réglementaire qui est très fort avec la CSRD qui rentre en application dès cette année. Donc toutes les entreprises vont devoir monter une comptabilité extra-financière et ça lance clairement un mouvement interne de transformation vers plus de RSE et dans la RSE, entre autres, plus de sustainability. Et donc comment est-ce que je trouve un modèle économique que j'allie, où je vais aligner en fait ces enjeux économiques avec ces enjeux de durabilité. Et en tout cas, en ce qui nous concerne à l'échelle du groupe Human Skills auquel est rattaché Elevate, on propose des offres en ce sens, où on essaie d'aligner les intérêts autant qu'on le peut, parfois c'est pas possible. Mais il y a des opportunités d'aligner en fait sustainability et performance business, puisqu'on a une part des consommateurs et une part des formats et des modèles économiques qui alignent les deux. Je te donne 2 exemples. Les modèles à l'abonnement, je pense par exemple à ce que fait Decathlon qui est très bien de proposer à la location en fait des produits comme des skis, des produits comme ça de sport, mais qui sont des sports très saisonniers, tu vois, le ski tu le fais pas en été, de les louer plutôt que de les acheter. Et donc en fait on a un côté repeat business qui est intéressant parce qu'on rentre sur un modèle à l'abonnement, donc pour travailler la valeur client pour Decathlon c'est intéressant. Ça répond à un enjeu sustainable qui est produire moins et utiliser plus, travailler l'intensité du produit. Et pour le client, à l'ère de l'inflation et d'un pouvoir d'achat très challengé, entre engager un achat à 500 € de ski ou en faire une location à 100 €, j'ai une vraie compétitivité prix qui est intéressante aussi. Donc ce format location et reuse, d'où aussi les marchés circulaires, passe bien. Un autre sujet, je crois que c'est Carrefour qui fait ça bien, c'est de mettre en avant le coût carbone de ces produits et de défendre du coup le sujet prix par le coût carbone. Donc le client en fait voit un prix un peu plus haut, mais voit un coût carbone un peu plus bas, et donc selon ses convictions, etc., va pouvoir arbitrer. Donc donner accès à l'information au consommateur final, ça l'aide à faire un arbitrage plus éclairé, et on peut défendre un prix plus haut en expliquant qu'on a un coût carbone, un prix carbone plus bas. Je ne dis évidemment pas que tous les consommateurs seront sensibles au sujet, mais on a une part des clients et sur une part des enseignes et sur certains secteurs d'activité sur lesquels ça fonctionne, et ça répond à ce double enjeu, quoi. D'accord, et sur cette tendance justement de plus de sustainability, relocalisation industrielle, etc., vous avez des opportunités du coup business dans la data sur ces transformations en particulier? Complètement. En fait, la sustainability, c'est un sujet data, parce que on aime bien dire, ça c'est un adage très répandu sur le secteur de la data, on améliore que ce qu'on mesure. Donc si je veux améliorer mon empreinte carbone, faut que je la mesure. Et la mesure, c'est notre métier. Alors, on l'a fait beaucoup sur le marketing, mesurer la performance business de campagne marketing, mesurer le nombre de clients, mesurer la valeur d'un client, etc. Et ces méthodologies qu'on a développées, de collecte, d'analyse, d'unification, de visualisation, d'activation de données, on peut les répliquer, les transposer. Il faudra les adapter à la marge aux spécificités du sujet sustainability, mais on peut les transposer à la sustainability. Concrètement, si je veux améliorer mon empreinte carbone, donc la mesurer, je vais devoir collecter la donnée sur cette empreinte carbone, sur toute ma chaîne de production, donc la production, peut-être le sourcing des matières premières, la production, ensuite son déplacement, son stockage, sa distribution, sa commercialisation, son usage. Tu vois, donc là, il y a toute une chaîne de valeur qu'il va falloir collecter. Voilà. Ensuite, il va falloir que je l'unifie, parce que j'ai plusieurs étapes à reconsolider, que je la visualise pour que mes équipes puissent bien s'approprier les KPI. Tu sais que par exemple, sur les émissions carbone, il y a plusieurs scopes, 1, 2, 3, selon qu'on prenne aussi en compte les prestataires ou non, etc. Oui. Donc il y a ce sujet-là de visualisation pour bien comprendre de quoi on se parle. Et puis après, l'activation, c'est-à-dire déclencher des projets, des mesures, des chantiers en fonction de ces enseignements que j'ai tirés de ma donnée, que j'ai pu visualiser. Voilà, donc du coup, nous, on veut vraiment proposer ces offres-là sur toute la chaîne de valeur de la donnée, transposées à la sustainability. Donc, on est déjà en train de déployer des cas d'usage comme ça chez nos clients. On a pu accompagner Combini notamment sur une mission de mesure du poids carbone de leurs vidéos et croiser le poids carbone de leurs vidéos avec les vues en fait faites par les audiences pour s'assurer qu'une vidéo émettrice carbone est au moins consommée, quoi. Voilà. Et ensuite, comment travailler ces émissions carbone sur les vidéos. Ouais, donc ça, c'est un exemple de cas d'usage, mais on en a d'autres qu'on commence à opérer pour nos clients. Et puis, au-delà de ça, en fait, il y a d'autres expertises au sein du groupe Human Skills qui veulent, elles aussi, se porter sur ce sujet de la sustainability.
Un exemple, c'est le cabinet Ravati, qui est un cabinet de recrutement qui propose à ses clients de recruter du mid-management au top exec, et qui désormais, au-delà de recrutement sur les métiers du digital, propose aussi de recruter des top exec ou mid-managers sur les sujets de la sustainability. Et donc ça, c'est important parce que les grandes entreprises doivent maintenant aller chercher un directeur ou une directrice RSE ou sustainability. Ce sont des compétences rares. Il y a peu d'historique, donc compliqué de savoir comment recruter, quelles compétences aller chercher, où sont ces gens, quels sont les diplômes et les cursus qui les forment. Et un cabinet comme Aravati peut vraiment être force de proposition sur cette question. Oui, c'est intéressant et on a oublié de dire effectivement que Human Skill est le groupe dont Elevate est une des marques. C'est ça. Je vais te laisser en parler, mais il y a un conglomérat de marques qui ont chacun sa spécialité dans ce groupe, si je comprends bien. Exactement. En fait, le groupe Human Skills, c'est un groupe de 600 consultants présents en France et en Espagne qui se veut multispécialiste du digital par ses marques. Donc c'est un groupe constitué d'une petite dizaine de marques, chacune spécialiste d'un levier du digital, donc Elevate pour la data, Monsieur Guise pour le produit, The Goodwill pour le média, etc. La somme des marques couvre l'ensemble de la chaîne de valeur et qui propose 3 formats d'intervention pour ses clients, le forfait, la régie et le recrutement. Et le recrutement est notamment porté par le cabinet Aravati. Et ce groupe, finalement, ce qu'il faisait historiquement, c'était accompagner la transformation digitale par les multispécialistes. Et désormais, on transforme le groupe Human Skills pour en faire l'accompagnateur, si tu veux, sur les transformations. Donc la transformation digitale, mais aussi la transformation sustainable, ou vers la sustainability. Et donc, chaque marque se saisit du sujet et regarde comment transposer son expertise, son savoir-faire en transformation digitale vers la sustainability. Donc je t'ai donné l'exemple sur Elevate et sur Aravati, mais c'est vraiment l'ensemble de nos métiers et de nos marques qui se questionnent sur cette thématique. D'accord, et même en termes d'orgas, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire vous gardez votre indépendance et pour autant vous bénéficiez du groupe. Alors théoriquement c'est séduisant, mais de ce que je comprends dans la pratique, c'est également le cas. Il y a vraiment des échanges business et des offres complémentaires où vous pouvez vous partager des accompagnements chez des clients avec ces différentes marques du groupe Human Skills. Oui, le schéma classique lorsqu'une agence, un cabinet de conseil rejoint un groupe, c'est qu'il vend en fait son agence ou cette agence ou ce cabinet de conseil se vend au groupe. Et donc le dirigeant souvent cède une part de son capital, puis a un earn-out sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis souvent s'en va, avec un risque ensuite de perdre les talents dans ce cabinet de conseil. La proposition de valeur originale du groupe Human Skills, c'est plutôt d'aller chercher à fédérer un collectif d'entrepreneurs. Pour ça, souhaite les engager sur le long terme, dans la durée, et donc ne propose pas qu'un modèle earn-out, qui est une option, mais qui n'est pas la seule. Il propose aussi une alternative qui est plutôt une prise de participation croisée, et donc propose à l'entrepreneur qui rejoint le groupe de certes céder une partie de son capital, mais en contrepartie monter au capital du groupe, comme un mariage. Donc c'est vraiment dans les deux sens. Chacun monte l'un chez l'autre. Donc c'est un alliage, une association de long terme qui facilite du coup le développement de la marque dans la durée. Et ça, en résultat, ça fonctionne très bien, puisque, pour donner l'exemple d'Elevate, quand on a rejoint le groupe Human Skills, on était une petite dizaine, on faisait 1 million d'euros. 4 ans après, on est 120 consultants et on fait un peu plus de 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, c'est un accélérateur, ça a été un accélérateur énorme. Et tu disais que tu penses pas que tu aurais pu avoir la même croissance sans ce groupe. Ouais. Honnêtement, je pense vraiment pas. Ouais. Et c'est le cas de l'ensemble des marques, si tu veux, qui ont rejoint le groupe. L'ensemble des marques qui ont rejoint le groupe Human Skills ont connu une croissance dynamique. Le groupe a très fortement cru. Il est passé d'une 20aine de millions d'euros de chiffre d'affaires il y a à peu près 4 ans à plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires désormais. Et aucun des dirigeants qui a rejoint le groupe ne l'a quitté depuis. Là, ça c'est vraiment très fort, je trouve, puisque dans ces modèles souvent de rachat, en général, quelques années après, les dirigeants s'en vont. Oui. Donc je tire vraiment mon chapeau à ce modèle, et en particulier à Jean-Sébastien Hong, le président du groupe, qui à l'origine de ce modèle-là, qui a su créer ce collectif, fédérer les entrepreneurs et avoir ce modèle, je dirais, de solidarité qui est très très fort, de collaboration entre les marques. Et donc tu vois très bien les synergies, comme je t'ai expliqué là sur ces sujets de sustainability. Oui. Il y a besoin vraiment de l'alliage de plusieurs expertises, data, recrutement, etc., pour réussir la transfo. Et pour être crédible en fait dans cette transformation, on doit être chacun spécialiste. Donc une seule marque toute seule pourrait pas à la fois couvrir l'expertise recrutement, l'expertise data, l'expertise produit. Il faut un alliage de combinaison de marques en fait et de cabinets de conseil pour vraiment bien mener ces transfos. Oui, ce que tu me disais, même d'un point de vue très pragmatique, très concret, c'est que ça vous a permis aussi d'aller adresser des grands comptes que vous n'auriez pas pu faire parce que vous répondiez pas forcément à des seuils en termes de taille critique, de chiffre d'affaires, de nombre d'employés, versus venir avec un grand groupe qui est un conglomérat de marques, où là vous avez cette
cette crédibilité en plus. Bah oui, souvent un grand groupe effectivement présente une direction achat. La direction achat a des critères pour qu'on puisse prester auprès d'elle. Les critères souvent c'est au moins 3 ans d'existence, au moins 1, 2, 3, X millions d'euros de chiffre d'affaires et X collaborateurs. Et sauf qu'on a souvent besoin des grands groupes quand on se lance pour justement pouvoir atteindre cette taille critique en chiffre d'affaires ou en collaborateurs. Donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Et c'est vrai qu'un grand groupe peut aider, en fait, rejoindre un groupe peut aider en apportant une taille critique qui permet d'être éligible auprès des directions achats à la prestation de services auprès de ces grands groupes. Donc nous, quand on était indépendant avec une dizaine de collaborateurs et moins de 3 ans, moins de 3 bilans, on n'aurait pas pu en fait prétendre à l'ensemble des appels d'offres et des missions auxquelles on peut désormais prétendre. Le groupe nous a permis en fait cet effet accélérateur en nous laissant l'autonomie, l'indépendance sur le développement de la marque, ce qui est assez rare, ce qui est vraiment une chance. Je crois que c'est ce qui fait vraiment le côté atypique, différent du groupe Human Skills et sa réussite aussi. Quand on voit le développement du groupe ces dernières années, c'est assez impressionnant. Bon, très bien tout ça. Et moi, je voulais revenir sur un autre sujet qui est plutôt la guerre des talents. On en a parlé un petit peu quand tu présentais Elevate, People First, le fait d'arriver à former les gens. Il y a une petite musique quand même qui est de dire les jeunes diplômés maintenant sont moins attirés par le métier du conseil, de l'audit des ESN et vont plutôt vers des grands de la tech ou des scale-up, start-up tech. C'est quoi ton avis là-dessus ? Est-ce que tu observes ça de ton côté ? J'entends ça. Je partage pas l'analyse en revanche. Je suis pas convaincu que les jeunes diplômés soient moins attirés qu'avant au secteur du conseil. Je crois que cette petite musique-là, on l'a toujours entendue en fait. Je crois qu'effectivement, depuis quelques années, le monde des startups et scale-up a beaucoup gagné en attractivité. On a eu des labels aussi qui ont aidé. La parole du gouvernement qui a appuyé avec ce fameux label French Tech. On a une presse, des médias qui étaient très en faveur de ces sociétés-là, avec des classements qui apparaissaient. Le label, c'est quoi, Next 50, je crois. Oui, mais même les Mindiness, les usines digitales qui ont la presse vachement axée entrepreneuriat aussi. Donc incontestablement, les startups et scale-up ont gagné en notoriété et bénéficié d'une image favorable. Ça, c'est vrai. Mais en revanche, selon moi, sur la question de l'attractivité, c'est pas parce que startup et scale-up ont de l'attractivité, par exemple, que les cabinets de conseil en ont moins. Pas convaincu de ça. Je pense que la vraie question de fond qui fait l'attractivité ou non pour les talents, c'est la question du modèle social ou du people model de l'entreprise. C'est-à-dire, si j'ai un bon modèle people, je réponds aux attentes des talents, donc eux viennent vers moi. Si c'est pas le cas, je suis pas attractif. Et donc concrètement, que veulent les talents ? Aujourd'hui, les talents, ce qu'ils veulent, c'est un mix entre présentiel et télétravail. Ils veulent des perspectives de carrière dynamique, de l'évolution rapide, des opportunités qui leur soient proposées. Ils veulent apprendre en continu, être formés, être stimulés intellectuellement, avoir l'impression de progresser. Un manager de qualité. Voilà, ça, ce sont vraiment les clés. Donc, si on aligne tout ça, on a un people model intéressant. Alors, c'est vrai que les startups et scale-up, pour certaines, se sont positionnées et ont proposé ce modèle-là. Et à mon avis, c'est pour ça, en fait, qu'elles attirent, si tu veux, et qu'elles ont une force d'attractivité. Mais on a plein de cabinets de conseil qui ont su se réinventer ou proposer ce people model-là et qui, aujourd'hui, n'ont pas beaucoup de difficultés à avoir l'attractivité talent. Et si tu regardes le modèle d'Elevate, d'ailleurs, on l'a construit comme ça. Nous, on a pu monter jusqu'à 60 recrutements par an. Quand je te disais qu'en 2021-2022, on a fait 100% de croissance en chiffre d'affaires. Cette année-là, on a aussi fait 100% de croissance en taille d'équipe. Je ne dis pas que c'était simple, parce que clairement, il y a une guerre des talents. Ça, c'est incontestable. Mais on avait clairement cette attractivité par ce modèle, en fait, people, qui était très fort et je crois qu'il répondait aux attentes des candidats. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'obtenir différents titres qui reconnaissaient ce modèle-là. On a été nommé Great Place to Work, Best Place to Work, Happy at Work, parce qu'on se challenge en fait chaque année auprès de ces différents labels, qui sont des labels indépendants externes à l'entreprise, et dont la méthodologie nous plaît bien parce que c'est une méthodologie assez rigoureuse, si tu veux, puisqu'ils vont questionner en fait nos salariés avec des questions très spécifiques sur ces différentes questions, notamment de la formation, du management, de la qualité de vie au travail, de l'équilibre pro-perso, des perspectives d'évolution, de la perception de l'équité dans les rémunérations. Donc des questions qui peuvent rendre inconfortable le dirigeant en fait, si le modèle people n'est pas bien pensé. Et chaque année, on a eu de très bonnes évaluations de la part de nos équipes. Désormais, on rajoute à ça aussi un challenge et un label qui est Happy Candidates. Donc, on va aussi questionner les candidats en processus de recrutement. Donc, tu vois, on va un cran plus loin pour toujours en fait pousser, on va dire, un peu plus loin. Mieux recruter, avoir un meilleur process de recrutement. Et c'est pas simple parce que y a des candidats que tu refuses.
Donc comment est-ce que tu expliques le refus au candidat? Parce que c'est souvent sur eux que tu peux avoir ce risque en fait, d'avoir une notation moins bonne. Ouais. Mais ça nous intéresse en fait de voir si on a su jouer ce rôle de coach carrière. En fait, c'est vraiment comme ça qu'on voit nos recruteurs qui savent donner du feedback explicite, faire accepter au candidat la décision. Quand elle est positive, c'est souvent plus simple, mais quand elle est négative, moins. Et donc, comment apporter de la valeur sur cette phase-là, en expliquant, en donnant des conseils, en faisant en sorte de garder le dialogue pour pouvoir potentiellement rappeler la personne, parce que ça l'a peut-être pas fait cette fois-là, mais l'année prochaine ou l'année d'après, peut-être. Il y a aussi une question de timing et de hasard là-dedans, ou de chance, de besoin ou pas, ou de rencontre, en fait, qui s'est pas fait. Et donc, tu vois, en fait, je trouve qu'il y a quand même des outils, finalement, pour répondre à cette question de l'attractivité, en écoutant les talents et en se challengeant avec ces labels qui posent les bonnes questions pour forcer, en fait, à revoir le modèle people. Et pour vraiment la question, tu vois, de fond, c'est le modèle people. Et moi, sur ce modèle-là, j'avais beaucoup d'acteurs aussi qui disent qu'il y a un sujet de partage de la valeur, c'est-à-dire des consultants qui perçoivent que les partenaires ont des salaires parfois exorbitants, et que du coup, c'est eux qui captent en fait la plupart du budget qui est vendu aux clients, avec un TJM d'ailleurs qui est fort généralement sur les consultants et un salaire qui ne suit pas forcément pour le consultant. Donc, le consultant qui sent qu'il y a une marge forte qui est faite, mais qui n'en capte pas vraiment le bénéfice. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est vrai que historiquement, on le voit, ça change un petit peu maintenant, mais les cabinets de conseil, audit, etc., ont très peu d'instruments financiers, en tout cas, pour doper la participation actionnariale des salariés, des consultants. Et, ça essaie de se mettre en place, mais est-ce que tu partages un peu ce constat-là aussi ? Ouais. Tout à fait. C'est une question qui revient souvent chez les candidats, auprès de nos consultants, à l'externe. Il y a deux questions finalement. Donc la première question qu'ils nous posent, c'est effectivement comment se fait le partage de la valeur sur le TGM. Et la deuxième, c'est quels sont les instruments qu'on peut mettre en place pour partager cette valeur. Alors, tu disais, les cabinets de conseil ont peu d'instruments. Je dirais plutôt qu'ils ont peu utilisé les instruments, mais ils ont les mêmes instruments que... Exactement, les BSPCE, les BSA, l'intéressement, en fait. C'est vrai qu'ils l'utilisent peu, en tout cas, ou moins que les Effectivement. startups scale-up, ce qui peut est séduisant pour ce secteur-là. Alors sur ce point, je pense que c'est important d'apporter une nuance parce que moi j'ai un regard à deux vitesses sur justement les instruments de partage de valeur. Je pense qu'il y a d'excellents instruments et il y en a d'autres qui sont plus sophistiqués, plus compliqués, plus volatiles, plus compliqués à lire, notamment pour les salariés et qui exigent une culture économique beaucoup plus développée. Oui. Typiquement les BSPCE, c'est un instrument qui est pas simple à lire et qui peut être aussi déceptif qu'il est prometteur pour un salarié, puisqu'il est basé sur une mécanique de valorisation qui peut être changeante, avec aussi une question d'action ordinaire ou pas action ordinaire, action préférentielle ou ordinaire. Je crois, si je dis pas de bêtises, que les BSPCE donnent droit à des actions ordinaires pour les salariés et que les investisseurs en revanche ont accès à des actions préférentielles, et que donc au moment d'une liquidité au capital, il n'est pas garanti que ce soit le salarié qui soit le premier à percevoir la valeur. Bien sûr. Si la valo est à la baisse. Ton investisseur prend en priorité. En priorité, effectivement. Et dans un contexte de financement, c'est que s'il y a de la croissance. Il faut qu'il y ait de la croissance et une valorisation qui augmente, sinon tu bénéficies pas de tes BSPCE, ça c'est sûr. Croissance ou plutôt valorisation et mécanique de valorisation qui soit au rendez-vous, parce que on peut avoir une croissance en chiffre d'affaires mais au détriment de la rentabilité. Si la valo est calculée sur la rentabilité, l'EBITDA par exemple, tu peux avoir la croissance qui est au rendez-vous, donc le salarié aura une perception de j'ai bien fait mon job, on a développé l'entreprise, on a atteint cet objectif de chiffre d'affaires. Oui, mais si l'EBITDA n'est pas au rendez-vous, la mécanique de valo va sanctionner en fait cet EBITDA qui est trop bas, et donc la valeur ne sera pas perçue par le salarié, donc le BSPCE latent n'est in fine pas converti. Donc c'est vraiment un exercice, le BSPCE, un outil qui demande un gros travail quand même de vulgarisation ça, c'est sûr. Sur la culture économique et qui peut être déceptif pour beaucoup de salariés. À l'ère qu'on connaît actuellement du tarissement des financements, ça peut être déceptif. J'ai eu beaucoup de retours de salariés qui ont en fait choisi un poste dans une startup ou scale-up. D'abord et avant tout, parce que dans le package, il y avait des BSPCE qui pesaient lourd dans le mix versus le salaire fixe qui, lui, n'était pas si séduisant que ça, avec des perspectives BSPCE très alléchantes à l'époque 2021-2022, qui maintenant, qu'on rentre en 23-24 avec intéressement des financements, s'avère beaucoup moins alléchante. Donc, il faut être transparent. Transparent sur la façon dont ça fonctionne, parce que déjà, plein de gens ne savent pas comment ça fonctionne, même quand ils en ont. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils peuvent exercer, quand est-ce qu'ils peuvent toucher quelque chose. Donc déjà, être transparent sur le mécanisme, c'est prérequis. Et après, être transparent sur la valo aussi. Mais en fait, moi, je trouve ça intéressant juste dans le fait d'appartenir à une aventure commune et se dire, j'ai une partie.
Et du coup, effectivement, quand tu parles de la question de le salaire augmente, mais l'EBITDA augmente pas, en soi, quand on a des BSPCE et qu'on est actionnaire d'une entreprise, on doit se soucier des deux. Et donc, c'est pour ça qu'une personne qui est actionnaire, on la responsabilise et on lui dit, en fait, il faut pas juste croître le CA, il faut aussi être plus efficient, améliorer son EBITDA ou son EBIT. Et du coup, je trouve que ça facilite les échanges, ça responsabilise et ça permet aux salariés de dire, en fait, on a vraiment des intérêts alignés avec les fondateurs et on va dans le même sens, quoi. Mais c'est exigeant comme mécanisme. C'est tout à fait ça. Je te rejoins complètement. Je ne dis surtout pas que ces instruments-là n'ont pas d'intérêt ou autre. Au contraire. En revanche, comme tu le dis, ils sont exigeants. Ils exigent de travailler la culture économique et honnêtement, elle n'est pas toujours très développée en fait auprès des équipes pour qu'elles comprennent bien ces indicateurs financiers. Et c'est normal parce que ça peut paraître un peu théorique, un peu barbant, un peu compliqué. C'est des mots et un jargon très spécifique. Donc il y a un travail à faire. Mais effectivement, si ce travail est fait, je te rejoins, ça va aligner les intérêts au moins partiellement, plus en tout cas qu'avec un simple salaire fixe. Ça peut motiver, fédérer. Et c'est toujours une bonne chose en tant que salarié que de comprendre ces indicateurs financiers parce que c'est ce qui va aussi driver et gouverner le développement de l'entreprise. Donc, je te rejoins. Après, il y a d'autres instruments qui existent aussi. Par exemple, les AGA, donc distribution d'actions gratuites, qui eux sont souvent plus répondants dans le conseil. Nous, c'est un instrument typiquement qu'on propose au sein du groupe Human Skills et au sein d'Elevate. Qui est là pour justement encourager notamment le top management et ouvrir une part du capital à des hommes clés, comme on appelle ça, key people. Donc c'est souvent le management dans l'aventure de l'entreprise. Ouais. Donc nous, typiquement, c'est un instrument qu'on a mis en place et qu'on veut amplifier au cours des années. On croit beaucoup en ça pour justement faciliter ce partage de la valeur. À côté de ça, il y a des mécanismes plus simples et plus collectifs comme l'intéressement ou l'abondement ou la participation. Pareil, qui nécessite quand même aussi un travail de pédagogie auprès des équipes, parce qu'il y a là aussi des formules en fait pour calculer le partage de la valeur. Souvent, il y a du chiffre d'affaires, il y a de l'EBITDA, il y a du taux de staffing, ça dépend. Bon, sur l'intéressement, on est assez libre, donc ça dépend des choix des uns et des autres qu'il faut accompagner. Mais je te rejoins complètement, il faut aller un cran plus loin là-dessus. Je pense que c'est un travail qui reste à faire auprès de la majorité des cabinets de conseil, qui est important pour les équipes. Et sur la question première du TGM, nous, tu vois, pour donner un exemple concret, toute personne qui nous rejoint rentre, je te le disais, dans un cycle de formation de 2 semaines. Dans ces formations de 2 semaines, il y a aussi des formations corporate sur le fonctionnement de l'entreprise. D'accord. Parmi ces formations, il y a un module dédié, partage de la valeur, et comment se répartit le coût, comment est-ce qu'on calcule le TGM, et où part en fait la valeur de ce TGM. Et un point important. Ça doit être apprécié, j'imagine. Ouais, c'est un des modules qui est le plus suivi, je te confirme. Et typiquement, en fait, on a donc un diagramme comme ça qui montre que 80% de la valeur, en fait, c'est les salaires. Ça, c'est un classique du consulting, c'est 80% de la structure de coût, c'est les salaires. Donc, voilà. Et après, les 20% restants, c'est bureau, investissement interne, etc. Puis la marge de l'entreprise pour qu'elle puisse financer sa croissance. Mais quand tu regardes les taux d'EBITDA des cabinets de conseil et des agences, ils sont pas très hauts. Les sociétés SaaS, ça montre bien qu'a priori, il y a pas non plus en fait un délire qui est fait dans la partage de la valeur d'un TGM. Mais tu vois, Devoteam, Stanislas de Bensman faisait un podcast sur Génération Do It Yourself il y a pas longtemps, disait voilà, autour de 12%. Ça entre 10 et 15. Et voilà. Donc ce qui est effectivement pas énorme, mais bon, c'est la nature du business aussi qui est comme ça. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a un gros travail parce que je comprends, valeur perçue, jour homme, 700 € jour. Moi, je touche pas 14 000 € par mois à la fin du mois. Pourtant, il y avait un jour d'ouvré, donc ou par la valeur. La question est tout à fait légitime. Il y a un gros travail là aussi de vulgarisation, d'explication à faire. Ouais. Non, très bien. Et je voulais revenir sur le télétravail aussi, qui est en lien avec cette garde des talents, savoir comment le gérer. Vous, du coup, ce que tu dis, c'est que vous avez une politique du coup 100% télétravail. Ouais. Et le bilan, tu le trouves positif? On revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, mais tu trouves... Ouais, complètement. Alors nous, effectivement, on a mis en place cette règle du 100% de télétravail, remote friendly, on va dire. Pour l'anecdote, en fait, pourquoi on l'a mis en place? Parce que notre tout premier salarié, Thomas Vermersch, qui 6 ans après est toujours dans l'entreprise, nous annonce, après avoir signé son CDI, quelques mois après, de mémoire, devoir déménager à Lille pour raisons personnelles. Et donc on avait le choix, soit nos chemins se séparaient et s'arrêtaient là, soit on se topait dans la main et on testait l'aventure. Et donc le premier salarié était un salarié remote. Ouais. Et donc, quelque part, on a construit toute la culture de l'entreprise autour de ça, tu vois. Faut le remercier. Ouais. Et ça s'est très bien passé. Je tire mon chapeau et je lui dis bravo parce que ça s'est très bien passé. Donc oui, effectivement, le bilan est très bon
puisqu'en fait, si tu veux, nous aujourd'hui, on a 30% de nos effectifs, un tiers, en région, sur les 120-30 qui sont en région. C'est un vrai vecteur d'accélération pour le recrutement, puisque en fait, on a fait une étude, on a constaté qu'on a entre 20 et 30% des profils data en France qui vivent en région. Donc, si tu ne fais pas cette politique remote ou France-wide de recrutement à l'échelle de la France, tu te prives de potentiellement jusqu'à un tiers du talent pool français des profils data. Donc, quand on sait qu'ils sont rares, pénuriques, c'est dommage. Et la tension en recrutement sur ces profils en région est moins forte qu'à Paris. Ils ont moins d'offres, potentiellement les rémunérations sont un petit peu moins hautes. Donc, il y a moyen, en fait, d'adresser nos enjeux de recrutement aussi, je pense à nos clients. Je les encourage vraiment à se questionner sur l'opportunité de regarder aussi des recrutements en région. Évidemment, ça pose d'autres questions. Justement, la grille salariale, par exemple, c'en est une. Oui. Comment faire entre Paris et région? C'est une question que se posent souvent les entreprises. Nous, on a pris une décision très simple là-dessus. Il y a effectivement 2 grilles. Une grille Paris, une grille région. Mais on n'est pas allé jusqu'à faire une grille par ville ou autre. On a voulu faire très simple. Et la grille région, c'est 3 000 € de moins que la grille parisienne. Donc honnêtement, en termes de rapport, ou de coût du qualité de vie et coût... En brut par an, oui. En brut par an. Oui, c'est pas énorme. Finalement, un profil région est probablement gagnant quand tu regardes le coût de la vie locale. Mais c'est juste qu'on voulait en fait éviter de faire 2 cultures ou 2 boîtes dans la boîte. Et on trouvait cette approche simple. Et en même temps, on n'allait pas faire un ISO, puisqu'on prend en charge pour nos salariés région leurs frais de transport. Donc train, hôtel. Et qui sont des coûts croissants année après année. Donc, ce qui questionne ce que tu dis, un peu la pérennité du modèle. Pour nous, c'est le sujet numéro 1, si tu veux, c'est comment pérenniser ce modèle à une ère où effectivement on voit les coûts de transport croître. Moi, je pense qu'il est tout de même possible d'y parvenir, quitte à devoir travailler dans ce cas-là cette grille de rémunération, et pourquoi pas passer de 3 000 à 4 000 €. Tu vois. Dans tous les cas, on sait que l'écart de toute façon n'est pas non plus en défaveur des profils en région, ça serait une piste. Une autre, ça serait éventuellement de copartager ces coûts de transport avec le client ou avec le consultant. Mais dans tous les cas, la valeur in fine, c'est de se dire, écoute, on fournit un talent à notre client, on fournit à notre talent un poste intéressant avec des belles missions. Donc a priori, on se retrouve tous. Donc après, ça va être une question de partage de la valeur et des coûts. Tu vois. Mais ça, c'est de la technique, je dirais. Oui. Mais la vision est intéressante. Et il y a d'autres marchés, je pense notamment à l'Espagne, qui sont assez exemplaires, je trouve, là-dessus. En Espagne, qui est un pays plus décentralisé, tu as beaucoup de missions et de grandes entreprises qui se répartissent entre Barcelone, Madrid et encore d'autres villes, Valence, etc. Et les talents également sont présents partout en Espagne et les entreprises sont beaucoup plus ouvertes au télétravail. Il y a beaucoup de grands groupes en Espagne qui ont une part significative de leurs salariés en full remote ou en hybride assez flexible. Par exemple, 3 jours remote, 2 jours présentiel ou autodéterminé. Chacun fait ce qu'il veut. En France, ils sont assez avant-gardistes sur le système. Ouais, je trouve ça assez inspirant dans le modèle. Mais au global, pas forcément que dans le conseil, c'est ça que tu dis. Au global, complètement. Y compris des internes grands groupes qui ont ce type de contrat de travail. Ok. Alors, un enjeu lié à ça, justement, c'est le freelancing. Je sais que tu as une opinion assez forte là-dessus. Parce que le constat est de se dire, on voit quand même que les cabinets de conseil ESN ont de plus en plus recours au freelance pour staffer les missions. Ça leur fait une main-d'œuvre aussi possible à staffer assez facilement. Donc nous, on observe quand même que maintenant, de plus en plus, et maintenant ça peut aller jusqu'à 10-15%. Je sais que par exemple, chez Mazars, on est autour de 10% des missions qui sont staffées avec des freelances. Du coup, si on grossit le trait, est-ce que tu penses que dans 10-15 ans, on va avoir, je sais pas, 50% des missions qui sont staffées avec des freelances? Est-ce que ça veut dire que les cabinets de conseil vont être de moins en moins attractifs par rapport à une vie d'un freelance consultant? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense vraiment pas que 50% ou plus, comme tu le dis, des missions seront opérées par des freelances demain. Je pense que le statut freelance répond à un besoin d'indépendance, d'autonomie, peut-être de plus de liberté. Il y a aussi un sujet de rémunération. Le freelancing, pour certains, peut parfois, mais pas dans tous les cas, être plus rémunérateur que ce même poste en CDI. T'es bien placé pour le savoir en tant qu'ancien freelance. Moi, j'ai commencé auto-entrepreneur, donc je suis très reconnaissant de ce statut, j'ai beaucoup apprécié, mais comme tu le vois, je ne suis pas resté longtemps en freelance, j'ai très vite décidé de monter un cabinet de conseil. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, je voulais une aventure collective. Freelance, il y a un risque d'indépendance et de solitude. Je voulais être entouré d'experts et pouvoir être nourri d'autres pour ce sujet formation et apprendre en continu. En tant que freelance, ce poids-là, cette charge-là de la formation, il repose que sur tes épaules. Alors tu peux bien entendu acheter des prestations, rejoindre des organismes de formation. T'as ton CPF, t'as des choses. Il y a des plateformes de freelancing aussi qui proposent des modules, mais c'est à toi d'aller chercher ces formations, de gérer ton agenda, d'accepter que ce jour-là tu ne factureras pas un client, etc. Donc c'est quand même plus compliqué.
Et on le voit, moi j'ai souvent des retours de freelance qui me disent souffrir en fait au bout de 3-4 ans de solitude ou de financement. Pour autant, ça répond, déjà ça peut être une étape intermédiaire dans un parcours, tu vois, 3 ans freelance puis ensuite retour CDI par exemple, pourquoi pas. Pour d'autres, ça leur convient éternellement parce que ils sont à l'aise avec cette indépendance. Mais je ne pense pas que ce soit une réponse unique ou la meilleure des réponses en fait. C'est une solution parmi d'autres, une option parmi d'autres. Et je vois aussi des limites au modèle freelance. Qui font que je vois plutôt de très belles perspectives aussi côté conseil. Alors parmi les limites, ou je dirais les éléments différenciants qui font que le freelancing n'est pas toujours la bonne réponse pour un client final, la première c'est le côté international. Certains projets sont de scope internationaux. Par exemple, un move to cloud, donc une grande entreprise qui veut basculer d'une architecture data on-premise vers une architecture cloud, si elle veut le faire à l'échelle internationale parce que l'entreprise est elle-même à l'échelle internationale, L'Oréal, Auchan ou autre, très compliqué de recourir à un cumul de freelance. Cauchemar à organiser. Donc, elle va plutôt appeler un cabinet de conseil qui a ses ancrages internationaux ou une somme de cabinets de conseil. Un autre exemple, ça va être lorsque tu as un projet qui nécessite une combinaison d'expertise. Donc, par exemple, des experts techniques, des experts des métiers, des experts du changement et des experts en stratégie. Tu ne peux pas faire appel du coup qu'à une seule personne, mais une combinaison de personnes. Alors, on voit apparaître les collectifs freelance, c'est vrai, mais ça reste encore très minoritaire. Souvent, ces collectifs freelance, ils ne sont pas composés de centaines de personnes. Ça serait un cauchemar à organiser. Donc, les collectifs, souvent, c'est 3 à 10 personnes max. Donc, pareil, ça n'adresse pas à ce sujet de taille de projet et de diversité d'expertise. Dès qu'on est sur un projet large ou sur une grande diversité d'expertise, en fait, la meilleure solution, c'est clairement le cabinet de conseil qui va pouvoir combiner ces profils. Oui. Un autre point, c'est quand même l'habitude de travail. Quand je travaille depuis longtemps avec les mêmes personnes dans un cabinet de conseil, tu vois, un partenaire avec des senior managers et des managers qui sont dans l'entreprise depuis 5-6 ans, ils ont des savoir-faire communs, une capacité à travailler en équipe, ils se connaissent bien, sur le terrain, ils se passent la balle sans se regarder. Si tu fais appel à une combinaison de freelance, il y a une phase de rodage pour apprendre à travailler ensemble. Donc, ça crée une latence sur le projet et ça a un impact sur le coût et la qualité au delivery. Donc, je vois beaucoup de clients en fait recourir à des freelances lorsqu'ils cherchent une compétence très spécifique, niche, ou simplement un plus un dans leurs équipes. Mais lorsqu'il y a un sujet projet, un sujet international, un sujet de complexité ou de savoir-faire ou de méthode, en fait, le cabinet de conseil est quand même aujourd'hui la meilleure solution qui s'offre à eux pour répondre à ces sujets-là, quoi. Et potentiellement plus rassurante aussi sur le côté fidélité des collaborateurs. Alors, effectivement, il y a quand même du turnover aussi dans les cabinets de conseil, mais on a l'impression quand même qu'il y a une appartenance à un collectif commun dans un cabinet de conseil versus une sorte de combinaison de loup solitaire en freelance, où un freelance peut se dire du jour au lendemain, bon bah moi en fait j'ai une mission ailleurs, je quitte le collectif, puis je vais bosser ailleurs. C'est vrai. Et il est arrivé que certains freelances, parce qu'ils ont une offre mieux-disante 3 mois après avoir démarré leur mission, s'en vont. Donc effectivement, c'est assez un risque sur les épaules de l'entreprise. Qui existe dans un cabinet de conseil où les gens peuvent démissionner, mais qui est quand même moins... Il y a moins de fluidité, on va dire. Tu as à minima le préavis de 3 mois. Et à maxima, il y a quand même des outils aussi pour entamer un dialogue avec le salarié, voir comment faire évoluer la mission, tu vois, que tu as moins avec effectivement le freelance. Et puis après, ça pose quand même une question, ce marché du freelancing plus profonde, je trouve, et qui est importante, c'est la question de la formation. Parce que si tu regardes bien le marché des freelances, en fait, il est constitué à très très grande majorité de profils seniors, experts. Oui. Parce que fait le freelance ? Le freelance, il monétise, il valorise une expérience passée, des compétences acquises. Compétences acquises et expériences passées qui ont été potentiellement faites ailleurs, soit en interne, soit auprès d'un cabinet de conseil, voilà. Pas en freelance. Donc un junior qui sort d'école, compliqué pour lui de se lancer en freelance. Il y en a sur certaines compétences très spécifiques, notamment les nouveaux métiers, IA générative, cybersécurité. Étant donné que ce sont des métiers nouveaux, il y a peu de seniors. Donc là, un junior a sa carte à jouer. Et ça a été aussi mon cas lorsqu'en 2013-2014, je me suis lancé en auto-entrepreneur sur les métiers de la data. Il y avait encore peu d'expertise, peu de compétences, c'était des métiers nouveaux. Il y avait cette opportunité. Mais aujourd'hui, un web analyste qui sort d'école et qui se lance en freelance aura beaucoup de mal à se différencier sur le marché, puisqu'il aura très peu en fait à revendiquer de savoir-faire, de référence client, d'expertise outils, d'expertise méthodologique, comparé à un cabinet de conseil, à un salarié ou à un freelance senior. Et donc, si on promeut trop le freelancing et que le freelancing, moi je vois un risque à ce qu'on mette en difficulté, qu'on précarise les jeunes diplômés
qui ont besoin en fait d'un effet un peu classe prépa qu'apporte le secteur du conseil, qui forme, qui donne des méthodes, qui met du rythme, qui apporte des expériences rapides, parce qu'en 2-3 ans en cabinet de conseil, je peux avoir travaillé pour 3, 4, 5 clients de secteurs d'activité différents et sur des écosystèmes technologiques et des problématiques. Ouais, on m'amène du business. Je suis pas obligé d'aller les chercher. Exactement. Il y a aussi ça. Consultant, c'est très vrai. Donc ça pose quand même une question profonde. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait du marché freelancing et quel effort peuvent faire les plateformes freelancing vis-à-vis de cette question de la formation? Parce qu'aujourd'hui, elles aspirent en fait à un travail qui a été fait en amont de formation de talent. Oui. Elles en captent la valeur ensuite. Je sais que certaines plateformes freelance proposent des modules de formation sous différents formats. Mais honnêtement, c'est très très loin d'égaler. Encore un peu embryonnaire. Ouais. C'est embryonnaire et c'est très très loin d'égaler la capacité, le retour d'expérience d'un partenaire et d'un senior manager et d'un manager auprès d'un consultant dans le cadre d'un projet fait en équipe. Très très loin d'égaler ce niveau d'accompagnement-là. Autre chose intéressante que tu disais aussi, c'est que des projets R&D, ça se prête quand même plus aussi à des cabinets, des projets exploratoires, et même des projets où tu veux faire des POC à des marges assez réduites, ou même des POC où tu es potentiellement déficitaire, mais tu fais un pari sur l'avenir pour te dire que derrière, ça va découler des missions plus rentables. Tu peux pas le faire en tant que freelance, donc tu as quand même moins de marge de manœuvre, moins de levier aussi en tant que freelance. Complètement. Oui, un freelance, lui, lorsqu'il travaille, c'est pour se rémunérer directement, donc il peut pas passer un mois sans se rémunérer, donc il peut pas faire des POC gratuits, il peut pas faire des missions avec typiquement, imagine un satisfaction fee, un pourcentage à la perf, où c'est beaucoup plus compliqué, risqué pour lui, donc on le voit très très peu, ça, côté freelance. Par contre, en cabinet de conseil, effectivement, on peut proposer différentes modalités de facturation, une part au fees, ou un pourcentage à la perf, à la satisfaction, ou bien effectivement des mécaniques où on se dit on a 3 projets ensemble. Écoute, sur ce 3e projet, on le fait à marge zéro, mais parce que c'est un projet exploratoire qui va aussi permettre au cabinet de développer son expertise, craquer un business case, explorer une techno comme l'IA générative. Et ça, c'est important quand même pour développer les savoir-faire de demain, tant côté client que côté conseil. On a besoin de cette force de frappe, comme tu disais, R&D ou prix cassé, qu'un freelance aura beaucoup de mal à proposer. Donc moi, je vois un équilibre. Je ne dis pas que le freelancing n'a pas de valeur, mais clairement, un marché où on finirait en 2050 avec 100% de freelance et 0% de cabinet de conseil, j'y crois pas. Ouais. Justement, tu faisais une distinction entre les sujets que tu appelais commodity dans le conseil et les sujets non commodity. Commodity, c'est quoi ? C'est des choses où on n'a pas besoin d'innover, on sait, on déroule, et là, c'est plus propice pour un freelance, c'est ça ? Exactement. En fait, il y a des métiers qui se commoditisent, qui deviennent des commodités lorsque ils ont été bien éprouvés, que les cas d'usage sont bien réglés, bien identifiés, et que c'est un métier qui est devenu maintenant assez répandu. Voilà. Et donc, ces métiers-là, en fait, sont souvent plus propices à devenir des métiers de freelance, parce qu'il y a moins de valeur en fait en tant que cabinet de conseil. C'est moins différenciant pour un cabinet de conseil de proposer un profil de ce type. À part faire du volume. Quoi. À part faire du volume ou répondre à ces sujets d'international ou d'expertise croisée, de combinaison. Mais si c'est simplement répondre pour une ressource spécifique, effectivement, le freelancing est une alternative compétitive. Mais lorsqu'on est sur des nouveaux métiers, tu vois, IA générative, LLM, MLOps en ce qui me concerne, ou des métiers autour de la Customer Data Platform, du Mixed Marketing Modeling, en fait, souvent, il y a un sujet derrière de formation, d'accompagnement. Il y a très peu de compétences sur le marché. Donc, les cabinets de conseil sont souvent les plus en pointe pour les proposer. Ouais. Ok. Non, très bien. Et je voulais revenir, parce que l'heure tourne, je voulais revenir rapidement sur mais c'est très intéressant, sur la polémique, tu sais, le Parlement qui veut restreindre un petit peu le recours au conseil pour l'administration publique. Alors, l'État, mais maintenant les collectivités locales aussi, ils ont étendu le périmètre de la loi, qui n'est pas encore voté, qui doit repartir au Sénat, mais c'est quoi ton avis là-dessus ? Est-ce que tu penses que l'État doit un peu plus produire de normes pour cadrer la relation avec un cabinet de conseil ? Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas besoin ? Écoute, nous, le secteur public, il est très marginal dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, tant Elevate que le groupe Human Skills. Donc, je ne suis pas le plus grand spécialiste du consulting dans le secteur public, mais on a eu la chance de travailler avec différents acteurs publics quand même. Donc je pourrais te faire la restitution de mon retour d'expérience, ça vaudra ce que ça vaudra. Écoute, pour moi, je le vois d'un bon œil dans l'ensemble, puisque de ce que j'ai cru comprendre de l'objectif de cette régulation, en fait, ça répond à des objectifs tout à fait cohérents. Premier objectif, lutter contre ou prévenir les conflits d'intérêts. Deuxième objectif, plus de transparence. Troisième objectif, internaliser pour partie la compétence, donc rendre autonome, au moins partiellement, les services publics, l'État, les collectivités, dans ces sujets de transformation. Compliqué d'être contre ces 3 objectifs-là. La question, c'est comment ça va être fait.
Donc là, il faut regarder dans le détail les différents textes qui vont être rédigés et l'approche qui sera suivie pour te faire un retour d'expérience. Moi, je vois de l'intérêt à ce que le secteur public recourt parfois au consulting. Le consulting, c'est un regard extérieur qui permet de challenger les méthodes. Le consulting, c'est une solution qui permet d'apporter des approches nouvelles, aussi d'aider le secteur public comme un acteur privé à se saisir de thématiques inédites, des technologies, des problématiques, ou autres, donc à avoir un temps d'avance, à avancer dans cette transformation. Donc, de ce point de vue-là, ça a ses vertus. Mais effectivement, on a vu des abus. On a vu des commandes de prestations de consulting sur des études à très faible valeur ajoutée, dans la méthode ou dans les résultats, ou à des prix exorbitants. Ça, c'est pas possible. Effectivement, c'est ces abus-là en fait qui vont être qui vont être travaillés, régulés, et le secteur public, c'est l'argent public. Donc, je préfère que l'argent public soit bien alloué. Effectivement, je crois qu'on y a tous intérêt. Et d'ailleurs, le secteur public, donc c'est l'argent public, c'est aussi l'argent des entreprises. Et donc, quelque part, si le secteur public est plus efficient dans ses dépenses, il sera peut-être moins exigeant fiscalement, et donc les entreprises gagneront en compétitivité. Tu vois. Donc, si on pousse très loin, on a tous intérêt en fait à ce qu'on ait un secteur public qui soit responsable dans ses dépenses, y compris dans ses dépenses consulting. Maintenant, il faudra voir comment c'est opéré. Mais encore une fois, si c'est vers plus de transparence, lutte contre les conflits d'intérêts et plus d'internalisation, c'est très bien. D'accord, très bien. Bon, alors juste une dernière question pour terminer, qui est la question un petit peu incontournable des podcasts, c'est si tu avais 2-3 conseils un petit peu suite à toute la vie d'entrepreneur que tu as, 2-3 conseils à donner à des gens qui démarrent, qu'est-ce que tu donnerais, notamment pour fonder un cabinet de conseil, tu vois, comme Elevate? Ouais. Alors, pas facile, mais... Ouais, puis bon, entrepreneur certes, mais jeune entrepreneur. Ouais, mais bon, il y a quand même des années de... Donc, écoute, ça fait 6 ans, moi, que j'ai la chance de développer Elevate, c'est un bonheur. Donc oui, je peux quand même donner quelques clés. La première, je dirais, c'est... agis vite, réfléchis moins. En fait, faire c'est mieux, done is better than perfect, il y a plusieurs façons de le dire, ou le mieux est l'ennemi du bien, il y a plusieurs adages qui reviennent à cette idée de dire il faut être dans l'action, en fait. Et il n'y a rien de mieux qu'agir pour apprendre, en fait, c'est comme ça qu'on va gagner les meilleurs apprentissages rapidement. Réfléchir trop, souvent, c'est ne pas faire, et ne pas faire, c'est ne pas apprendre. Donc, voilà. Ensuite, deuxième conseil, passe du temps auprès de tes clients, parce que finalement, il y a énormément à apprendre auprès d'eux, et la diversité des clients est très, très enrichissante. Les secteurs d'activité, les profils psychologiques, les enjeux, les niveaux hiérarchiques, c'est une source inépuisable de conseils, d'opportunités aussi pour développer son cabinet, parce que c'est en étant en contact du client qu'on peut identifier les nouveaux enjeux, les nouveaux sujets, les opportunités. Justement, toi, là-dessus, désolé de t'interrompre, tu penses que tu passes combien de temps en pourcentage chez les clients, tu vois, prospects clients? Compliqué de donner un nombre d'heures, mais je te dirais une demi-journée à peu près, une demi-journée semaine, mais lycée dans la semaine, tu vois. D'accord. Au téléphone ou chez eux. Ouais. Et venir vraiment en physique est très important aussi. Je fais souvent des meetings, points de suivi, des kick-offs, des restitutions, etc. Je m'invite parfois aussi dans des calls consultants pour des calls projets, pour essayer de comprendre et découvrir. C'est hyper important. Vraiment, c'est la première manière pour moi de comprendre quelles sont les demandes d'aujourd'hui et de demain. Donc, orienter le cabinet au bon endroit. On se parlait tout à l'heure des tendances un petit peu, des transformations de marché. Pour ne pas les sortir de son chapeau, en fait, faut aller faut aller au contact. Voilà. Donc ça, ce serait le deuxième conseil. Après, je réfléchis si j'aurais d'autres suggestions. Tu as mis « Ayons le problème », je crois que tu disais. Ah oui, ça c'est une phrase de Jean-Sébastien, donc le président du groupe Human Skills. Bravo, parce que super phrase, super idée. En fait, très souvent, quand tu te lances dans une aventure entrepreneuriale, tu as une succession de problèmes. Par exemple, là je travaille actuellement au développement international du groupe Human Skills. Il y a une question un peu la poule ou l'œuf qui se présente régulièrement, c'est est-ce que j'embauche avant d'avoir gagné un client ou est-ce que je gagne un client pour embaucher? Et donc tu commences à faire une cascade comme ça de questions. Travaille la première question, résous la première question et le problème de la deuxième. Par exemple, mettons qu'on embauche quelqu'un et qu'on n'est pas le client. Ok, d'accord, mais embaucher, ça suppose déjà d'avoir réussi à faire cette embauche. Or, sur le nouveau marché sur lequel tu veux aller, tu n'es personne. Donc, tu as un déficit de notoriété, d'attractivité. Si tu embauches, c'est déjà un premier succès. Bah, vas-y, fais ton embauche et après, tu iras chercher la mission. Tu peux le faire dans l'autre sens. Gagne la mission et tu iras chercher le profil. Mais ne pas se bloquer parce qu'il y a deux problèmes irrésolvables qui se parlent l'un l'autre. En lien avec agir, quoi. Exactement. En lien avec la première recommandation. Mais je trouve qu'en fait, le côté ayant le problème est souvent une bonne solution.
solution, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, moi le premier, hein, on a souvent tendance à se dire, à se poser des questions à deux vitesses et à se poser la question du deuxième problème. C'est-à-dire, si je gagne, est-ce que j'aurai la personne disponible pour faire ? Bah, il gagne, en fait. Et ce sera un bon problème. Il n'y a pas de trouver la solution. C'est pas mal, c'est vrai. Ça aide à avancer et on va dire, à casser un problème complexe en plus petits problèmes plus simples à résoudre. Ok. Non, mais très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Aurélien. On a dépilé un nombre de sujets assez importants et en tout cas, merci pour toute l'expérience là, que tu as fait bénéficier à tout le monde. Bah, merci pour l'échange, c'était très sympa et puis j'espère que ça aura plu à tes auditeurs. Ouais, merci. Merci beaucoup Aurélien. À bientôt. Salut, à bientôt.